Aujourd'hui, le titre de la conférence, c'est La coordination entre les urgences et la première ligne, un petit titre abrégé pour notre site Web. Marlène, notre présentatrice, Marlène Caram, est professeure adjointe à l'Université de Montréal, à la Faculté des sciences infirmières. Elle a complété un doctorat en santé publique à l'Université catholique de Louvain, en Belgique. C'était sur la collaboration interprofessionnelle et la continuité des soins entre la première ligne de soins et les services d'urgence. Son stage postdoctoral au sein de l'équipe Visage à l'Université de Sherbrooke, ça avait porté sur la coordination des soins effectués par les infirmières en première ligne de soins pour les patients avec des besoins complexes. Et maintenant, Marlène est chercheuse notamment à l'axe de la pratique à la gouvernance des services sociaux et de santé à l'Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux. Et maintenant, la parole est à Marlène. Donc, merci Lise pour la présentation. Effectivement, je suis actuellement professeure adjointe à la Faculté des sciences infirmières à l'Université de Montréal. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter une étude exploratoire que nous avons menée en collaboration donc, avec une équipe de recherche de l'Université de Montréal et qui a visé à explorer la transition des personnes entre les urgences et la première ligne des soins, au CIS de Laval spécifiquement. Je voudrais juste commencer par dire que nous n'avons pas de conflit d'intérêt à déclarer et que l'étude a reçu une subvention institutionnelle dans le cadre des subventions d'exploration du CRSH. Bon, le plan de la présentation sera assez classique, rien de très compliqué, on va dire ça comme ça, et on va aller directement à la problématique. Donc, qu'est-ce qui a justifié ce choix de thématique? Aujourd'hui, on sait que au Québec, l'utilisation des services des urgences est quand même très croissante. On compte 124 salles d'urgence et on compte environ 2 millions de visites aux urgences annuellement. Une étude récente par une équipe de l'Université de Sherbrooke, par l'équipe Visage, en fait, elle s'est attardée sur le profil des patients qui se présentent aux urgences et l'étude nous dit que ces patients sont de plus en plus, donc sensiblement plus âgés et ayant des besoins qui sont de plus en plus complexes. On sait aussi que 16% des patients vont devenir ou sont des grands utilisateurs des services de ce service, dans le sens où ils vont faire 3 visites ou plus dans la même année au cours de l'année au même service d'urgence. L'autre chose, c'est que 61% des personnes qui se présentent aux urgences pourraient être traitées en première ligne plutôt qu'à l'urgence. Ici, le but n'est pas de discuter de l'accès à la première ligne ou de l'utilisation appropriée versus non appropriée, sachant que le terme est trop controversé, mais plutôt de présenter un tableau qui montre que l'utilisation des services des urgences est quand même très croissante. Du coup, les délais d'attente se prolongent et les personnes qui souffrent le plus de ces délais d'attente sont les personnes vulnérables, à savoir les personnes âgées qui sont assis sur une civière ou alité sur une civière en attendant d'être pris en charge. Il faut savoir aussi que toutes ces visites ne sont pas évitables. Quand on est surtout une personne âgée et qu'on est une personne vulnérable, cela part à chaque fois d'un besoin de soins, qu'il soit lié à une maladie chronique, qu'il soit lié à un déficit fonctionnel ou la combinaison des deux, et qui se sont exacerbés pour une raison ou pour une autre et qui se sont couplés à un manque de soins proactifs ou à un manque d'accès aux soins, sans vouloir de nouveau aborder la question du manque d'accès en première ligne, mais il faut reconnaître que ça existe, ce qui va mener à une première visite au service des urgences. Et c'est cette boucle-ci qu'il va falloir essayer de casser. À leur sortie des urgences, si les besoins de ces personnes ne sont toujours pas comblés, ben, ils vont revenir. Donc, mettre en place une coordination, une transition pour que ces besoins soient comblés à la sortie va éviter les réadmissions. On s'entend que les services d'urgence ne représentent pas les meilleurs milieux pour assurer un suivi des patients ayant des besoins complexes, notamment les personnes âgées.
il doit y avoir des stratégies d'intégration des soins et des services qui organisent le continuum des soins avant et après, donc en amont et en aval. Et d'ailleurs, une des priorités ministérielles dans le plan stratégique 2019-2023 portait sur les soins à l'urgence et la nécessité de rediriger les gens vers les professionnels appropriés pour répondre à leurs besoins. Mais il est aussi important d'être très vigilant lors de cette référence parce que les personnes âgées courent un risque élevé d'événements indésirables pendant ces transitions, à savoir les réadmissions, la perte de capacité fonctionnelle, voire le décès. Enfin, 13 à 20 des réadmissions des personnes âgées vivant avec une maladie chronique sont évitables, d'où la nécessité d'agir ou la pertinence d'agir parce qu'on pourrait les éviter. Au Québec, le peu de données qu'on a sur l'arrimage entre les urgences et la première ligne des soins nous dit qu'il y a de la place pour l'amélioration. Par exemple, au niveau des liens formels et informels, seulement 9% des médecins de famille reçoivent systématiquement un avis lorsque un de leurs patients a été vu aux urgences. Or, on sait que le manque de communication, le manque de coordination, la littérature nous raconte que ça a toujours été lié à une inefficience des soins, à une augmentation des risques d'erreurs médicales. Au cours des années, et en vue d'améliorer cette communication et cette coordination, plusieurs fonctions ont été développées. Par exemple, les fonctions d'infirmière pivot, les fonctions d'infirmière intervenante réseau, gestionnaire de cas, etc., en vue justement d'améliorer cette coordination. Mais il y a peu d'études qui se sont attardées sur cette coordination ou ces nouvelles fonctions ou sur les résultats de ces nouvelles fonctions. Donc, l'objectif de cette étude, c'était vraiment à visée exploratoire pour la première fois d'aller voir quels sont les phénomènes d'arrimage actuels, comment ça se passe actuellement quand une personne transite entre la première ligne et les urgences et vice-versa, quelles sont les expériences des équipes qui sont impliquées dans ces transitions et qu'est-ce qu'ils voient, eux, comme proposition d'amélioration. Nous avons choisi le cadre conceptuel Transitional Care Model pour guider cette étude pour différentes raisons. D'abord, c'est un modèle de soins en équipe interdisciplinaire, mais qui met en avant l'intervention des infirmières comme moteur au sein de cette équipe. Ensuite, c'est un modèle qui a pour population cible spécifiquement les personnes âgées à risque de résultats défavorables lors de leur transition entre deux contextes cliniques. Les 9 composantes que vous voyez dans ce modèle ont été identifiées à partir des facteurs qui ont été associés à des résultats défavorables. Donc, concrètement, pour qu'une transition se fasse d'une façon sécuritaire, il faut qu'il y ait en place un processus d'identification des personnes qui bénéficieraient le plus d'une intervention. Il faut que la composition de l'équipe soit équilibrée dans le sens où il doit y avoir une équipe interdisciplinaire. On recommande aussi la présence d'une infirmière comme moteur de cette équipe. Il faut qu'il y ait une relation de confiance qui est maintenue entre les prestataires et les proches et la personne, évidemment. Il faut que ces personnes-là soient engagées dans les décisions, qu'il y ait une évaluation des risques et des symptômes qui soient basés sur des données probantes, sur des outils validés, etc., des échelles de risque probantes aussi. Il faut qu'il y ait un processus interdisciplinaire d'éducation à l'autogestion et il faut des composantes, évidemment, de collaboration, de continuité et de coordination. Donc, on voit que ce modèle met l'emphase sur une collaboration interprofessionnelle et un partenariat avec le patient et ses proches ou la personne et ses proches. C'est un modèle qui a été développé, puis testé, puis reprécisé, peaufiné en fonction des résultats par une équipe qui inclut et des cliniciens et des chercheurs. Et le résultat qui s'est avéré à chaque fois très saillant, à chaque fois qu'on a testé ce modèle, c'était la diminution du taux des réadmissions. Donc, nous avons mené une recherche qualitative, vu le caractère exploratoire de ce qu'on souhaitait faire. Nous avons fait 15 entretiens semi-directifs avec trois équipes, des équipes du milieu du service d'urgence et des équipes de première ligne des soins. Nous nous sommes restreints, on va dire, au CLSC et au GMFU du CIS de Laval. Nous avons donc interviewé des infirmières pivots, infirmières de liaison, cliniciennes, gestionnaires de cas, intervenantes réseau, qu'elles soient infirmières ou travailleuses sociales, médecins de famille et gestionnaires.
et la collecte des données a eu lieu entre juin 2022 et janvier 2023 et elle a eu l'approbation du comité d'éthique du CIS de Laval. Qu'est-ce que les résultats nous racontent? Donc, les premières composantes du modèle, comme j'ai dit, se pose la question de savoir de qui est composée l'équipe qui est impliquée directement dans la coordination, dans la transition, et comment est-ce que ces personnes font, ces membres font pour identifier les patients ou les personnes qui bénéficieraient le plus d'une intervention de leur part. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'équipe de soutien à domicile la personne qui est impliquée directement dans la transition serait l'infirmière pivot ou la travailleuse sociale pivot, en fonction de la majeure de la personne. Ils vont prendre en charge ou organiser les transitions et la coordination pour les personnes qui ont 75 ans et plus ou qui ont 74 ans et moins, mais avec des troubles cognitifs et qui résident sur le territoire de Laval. Donc, c'est ça les critères d'identification entre guillemets. La gestionnaire de cas, qu'elle soit infirmière ou travailleuse sociale, elle est aussi impliquée directement dans ce processus, mais elle va venir en renfort à l'équipe de soutien à domicile pour une prise en charge des personnes qui restent en déséquilibre malgré le suivi du soutien à domicile. Aux urgences, les personnes de l'équipe impliquées directement sont les intervenantes réseau, de nouveau qui peut être infirmière ou travailleuse sociale, et elles vont prendre en charge les patients ou les personnes qui sont connues par le CLSC, par les équipes du soutien à domicile. Pour toute autre personne, tout âge confondu, mais qui nécessite une prise en charge, une organisation d'un transfert, une transition, que ce soit d'une référence, d'un congé, c'est l'infirmière de liaison qui va faire cette prise en charge. Dans le GMFU, il n'y a pas une logique d'une personne qui est dédiée à la coordination, c'est vraiment l'équipe interdisciplinaire qui va s'occuper aussi de toutes les personnes inscrites. Donc, il n'y a pas non plus une logique d'identification des personnes qui bénéficieraient le plus, c'est vraiment toute personne inscrite. Je voudrais simplement préciser que plein d'autres professionnels et disciplines travaillent dans ces trois contextes, pivotent autour de ces patients. Mais ces personnes-là sont celles qui ont un rôle central, qui sont impliquées directement dans la transition des patients et que nous avons rencontrées aussi. Donc, en parlant de la relation de confiance, de l'engagement dans les décisions et de l'évaluation des risques et des symptômes, donc dans les trois milieux cliniques, nous avons identifié des processus d'évaluation des besoins, des processus d'utilisation, d'évaluation des risques par l'utilisation des échelles, des outils standardisés qui proviennent de données probantes et qui sont validés, donc qui proviennent aussi de protocoles nationaux. Les participants ont aussi décrit comme une culture d'engagement du membre de la famille dans l'évaluation, mais aussi dans les décisions. Ce qui est évidemment, comme je disais, un pilier fondamental du Transitional Care Model. Nous avons aussi soulevé une triangulation entre la famille, l'infirmière du CLSC, du soutien à domicile, et l'infirmière des urgences pour une prise de décision quant à un retour à domicile possible ou pas. Lorsqu'on parle de personnes qu'on souhaite retourner à domicile, mais surtout maintenir à domicile, les aidants proches font évidemment partie du plan, mais aussi le soutien à domicile, qui va parfois dire, ben non, on ne peut plus le reprendre, la situation est très compliquée à la maison, le retour ne sera pas sécuritaire, on a atteint le maximum de services qu'on pourrait lui offrir. Il faut savoir que parfois aussi, c'est la famille qui va s'opposer au retour à domicile parce qu'elle a atteint ses limites aussi. Et là, il y a un travail de négociation qui se fait entre, de nouveau, la famille et les intervenantes des deux contextes. L'intervenante des urgences va souvent faire appel à un lien de confiance qui est fort, qui est existant déjà entre le soutien à domicile et la famille, et elle va l'impliquer dans les négociations, et c'est comme ça qu'ils vont parfois débloquer des situations compliquées. Ce lien de confiance, il est aussi plus fort entre les médecins de famille et le patient, justement parce qu'il y a cette continuité relationnelle que le patient n'a pas avec l'équipe des urgences.
parfois, il y a un médecin de famille qui nous rapporte que parfois le patient m'appelle des urgences et il ne comprend pas ce que le médecin lui dit ou alors il n'est pas d'accord avec ce qu'on lui propose. Et là, il va appeler son médecin de famille pour intervenir. Et là, le médecin de famille, il va arriver à les rassurer, à leur dire, mais attendez, attendez les résultats, vous êtes en de bonnes mains, faites confiance, etc. L'engagement de la famille aussi dans les décisions, il va aussi passer par l'information. Informer la famille qu'il y a des interventions qui peuvent être faites. Donc, un médecin de famille il va dire à la conjointe, par exemple, mais demandez la travailleuse sociale. Acceptez pas qu'il vous retourne si vous êtes vraiment épuisé, etc. Donc, évidemment, vous allez me dire, c'est le genre de discussion qui pourrait avoir lieu directement entre deux professionnels de la santé, mais comme on va voir un tout petit peu plus tard, cette communication, cette prise de décision partagée n'est pas très optimale, on va dire. Et ce manque de communication va souvent résulter en un manque de confiance de la part de la personne et de ses proches parce qu'ils se disent, ben, en fait, ben, les professionnels ne se parlent pas, est-ce qu'ils sont vraiment au courant de mon dossier? Et donc, il va y avoir une perte de confiance envers le personnel, mais aussi envers le professionnel, pardon, mais aussi envers le réseau. Donc, sans grande surprise, comme on disait tout au début de cette présentation, le service des urgences n'est pas un endroit optimal pour faire un suivi des patients ayant des besoins complexes et ce n'est pas non plus un endroit pour faire un suivi du soutien à l'autogestion, l'éducation à l'autogestion, mais elle va souvent être initiée aux urgences et elle va être poursuivie en première ligne. Parfois, elle est quand même initiée aux urgences et on a raconté beaucoup de choses au patient, on a pris le temps de lui expliquer pas mal de choses, mais il est dans un environnement stressant, puis il a reçu un tas d'informations qu'il n'a absolument rien retenu, et à ce moment-là qu'il va y avoir un renforcement de ce qui a été dit au niveau de la première. Je vais vous expliquer les trois composantes, donc collaboration, continuité, coordination, ensemble dans les diapos suivantes. Donc, à quoi ça ressemble les phénomènes d'arrimage actuels? Ça ressemble à ceci. On va essayer de décortiquer ça en deux morceaux. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'entre le soutien à domicile et les urgences, c'est une dynamique qui est tout à fait différente entre les urgences et le GMFU. On va voir pourquoi. Donc, dans un premier temps, comment se passe l'arrimage actuel entre les urgences et les équipes de soutien à domicile? Quand c'est un patient qui est connu par les équipes de soutien à domicile, la communication, la collaboration se font très, très bien. Il y a une prise de décision partagée, il y a une négociation conjointe auprès de la famille et ce sont des processus qui sont renforcés par des dossiers électroniques qui sont partagés et par des outils informatiques. Concrètement, ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire qu'un patient qui est connu par le soutien à domicile, qui va arriver aux urgences, l'infirmière pivot, elle va recevoir une notification de la part d'un système d'alerte informatisé pour le repérage de la clientèle qui va lui dire ton patient il est aux urgences, merci de prendre contact avec l'infirmière des urgences pour lui donner plus d'informations et pour discuter un peu de qu'est-ce qui est possible pour un retour à domicile, dans quelles conditions, quels services doivent exister à domicile pour un retour sécuritaire. L'infirmière de soutien à domicile, elle a aussi accès aux notes des urgences et vice-versa. Donc, l'infirmière des urgences, elle peut très bien aussi aller voir les notes repères, voir déjà qui est la personne qui s'occupe de ce patient au jour le jour et la contacter elle-même si elle a besoin d'avoir plus d'informations à ce sujet-là. Dans l'autre sens, l'infirmière de soutien à domicile qui décide d'envoyer son patient aux urgences, elle va aussi prendre son téléphone souvent, parler directement avec l'intervenante réseau et lui faire un état des lieux de la condition, des conditions de vie, on va dire, la condition physique et autres de ce patient à domicile et lui dire, je vous le transfère aujourd'hui pour telle raison et telle raison. Là, donc, les infirmières des deux côtés trouvent que la collaboration est excellente parce que, donc ici, une intervenante réseau des urgences nous dit, nous, on est là pour les aider en les appelant, en leur disant qu'est-ce qui se passe parce qu'aux autres, des fois, ils ont beaucoup de charges de cas, beaucoup de patients. C'est une belle collaboration.
Là où la communication et la coordination sont moindres et deviennent un peu compliquées, c'est quand le patient n'est pas connu par le soutien à domicile. L'infirmière des urgences, l'infirmière de liaison, va faire une note de référence interétablissement qu'elle va faxer à l'accueil de première ligne, qui lui va transférer cette demande à l'équipe d'évaluation qui va prendre le relais d'une façon temporaire, faire une évaluation, rédiger le plan de travail et le transférer par la suite à l'équipe de soutien à domicile. À chaque fois, il n'y a pas vraiment de contact direct, c'est par fax et vous voyez qu'il y a quand même différents intervenants. Alors là, les équipes disent qu'il n'y a pas vraiment, avec l'état actuel de l'organisation, on va dire, ce n'est pas perçu comme étant faisable d'avoir plus de communication, mais c'est sûr qu'on a intérêt à avoir plus de communication, pardon, surtout quand pour nos patients qui viennent et reviennent et reviennent et reviennent encore. Voilà. De l'autre côté, quand on s'attarde aux phénomènes d'arrimage qui sont existants entre les urgences et le GMFU, là, on trouve qu'il y a beaucoup moins de contacts directs et ce, dans les deux sens. Le médecin de famille, par exemple, n'est pas notifié systématiquement de la présence ou du passage de son patient aux urgences comme le sont les infirmières. Ils nous disent, peu importe la maladie chronique, lorsque notre patient se retrouve aux urgences, lorsqu'il sort de l'urgence, on a rarement de l'information qui vient de l'hôpital. Ou des fois, ça prend 6 mois, puis tu reçois une feuille de papier qui dit brièvement ce qui est fait. Le médecin de famille qui voudrait envoyer un patient aux urgences, il ne prend pas contact directement non plus. Il va écrire une note qu'il va donner au patient ou à la famille ou à l'ambulancier ou à la police s'il faut. Et ce sont les intermédiaires qui vont livrer cette note aux urgences. Aussi, les infirmières et les travailleuses sociales, s'ils ont besoin d'une consultation médicale ou s'il y a une urgence, elles ne vont pas se référer aux urgences directement. Normalement, elles vont se référer en interne à leur médecin de famille et le médecin de famille, il va éviter le plus possible d'envoyer des patients aux urgences quand ça peut être réglé par des spécialistes, ce qui est tout à fait normal. Un patient qui arrive aux urgences, qui est non envoyé, non référé par son médecin de famille, donc il est arrivé de sa propre initiative, et le médecin des urgences a besoin de plus d'informations au sujet de ce patient, il ne va pas appeler non plus le médecin de famille, il va appeler la secrétaire pour qu'elle lui faxe les notes de la dernière consultation, mais à aucun moment il ne va y avoir une communication directe. Il faut savoir que les dossiers électroniques ne communiquent pas non plus, enfin, communiquent dans un sens et pas dans l'autre. Donc, les médecins des urgences n'ont pas accès aux notes du médecin de famille. Ce qui se passe, c'est que c'est souvent le patient qui ressort comme étant un moteur de la communication, soit parce qu'il livre la note, soit parce que c'est lui qui va demander, par exemple, aux urgences, mais appelez mon médecin de famille. Je ne sais pas vous répondre, moi, à vos questions. Pourquoi ne pas appeler mon médecin de famille? Ou je ne suis pas d'accord avec ce que vous me proposez. J'aimerais bien qu'on appelle mon médecin de famille qui est au courant de mon dossier. Ce qui ressort aussi, c'est que le médecin de famille ont quand même une énorme confiance en l'hôpital de la Cité, qui est l'hôpital du CIS de Laval. Ils estiment qu'ils n'ont pas à double-checker ce qui se fait là, qu'il y a rarement des erreurs médicamenteuses ou autres prises en charge, mais qu'ils savent aussi que les urgentistes travaillent dans une réalité qui est très difficile, on va dire. Les deux côtés sont reconnaissants de la charge de travail respective. Donc, ils disent que ce n'est pas possible d'avoir des communications qui soient systématiques à chaque fois que j'envoie un patient. Ce n'est ni nécessaire, ni pertinent, ni faisable d'ailleurs. Mais parfois, il y a certaines interventions que quand je les ai lues, je ne comprends pas ce qu'ils ont fait. Je ne comprends pas pourquoi on leur a donné congé à ce patient. Puis, quand je lis, j'ai quand même l'impression que eux, comme si on l'avait envoyé pour rien aux urgences. Donc, ils disent que la communication verbale systémique n'est pas faisable, n'est pas réaliste, n'est pas pertinente, mais doit quand même être réservée aux cas complexes. Il faut qu'on arrive exceptionnellement, pour des cas, des situations complexes,
qu'il faut débloquer à deux, qu'on arrive à se parler de vive voix. Mais évidemment, comme je dis, le tout est compliqué en plus par des outils informatiques qui ne se parlent pas. Et ça a été nommé même par Agrément Canada comme étant une problématique, un frein à la communication. Alors, on a aussi interrogé les participants pour savoir, d'après eux, quelles sont les priorités d'amélioration. Qu'est-ce qu'ils souhaiteraient avoir en priorité? Et sans grande surprise, la communication ressort comme une priorité d'amélioration. Il faut une ouverture des dossiers, il faut que ça se parle, mais en attendant un dossier électronique partagé, les participants préfèrent l'utilisation des scans, des courriels qui sont plus lisibles, qui sont plus en couleur, qui sont clairs, qui ne se perdent pas, plutôt que les fax. Et ils souhaiteraient mettre la hache dans les fax. Ils voudraient aussi avoir une feuille sommaire de la visite aux urgences, systématiquement chez le médecin de famille, pas via le patient, qui ne soit pas exhaustive, mais qui soit systématique. Les bénéfices qui sont perçus à une meilleure communication sont évidemment une meilleure continuité des services, aussi tels que perçus par le patient qui voit que peu importe par quelle porte je rentre dans le système de santé, tout le monde est au courant de mon dossier, mais aussi d'éviter la redondance des examens, parce que parfois aux urgences, apparemment, ils refont des examens qui ont déjà été faits en première ligne. Et donc, ça dédouble les investigations et pour le système de santé et pour le patient. Une autre famille de pistes d'amélioration souhaitées est en lien avec une meilleure clarification des rôles. Les participants souhaitent avoir comme une éducation sur les rôles professionnels respectifs. Ils disent que les infirmières continuent à penser que les travailleuses sociales font ça, et puis les TS continuent à penser que les nutris et les ergos font ça, et que ce n'est pas clair. Et donc, une meilleure clarification des rôles entraînerait une meilleure collaboration interprofessionnelle. Ils souhaitent aussi avoir une formation à la collaboration interprofessionnelle. Ils disent, on a une formation à la gestion de conflits, mais pas à la collaboration. Comment est-ce qu'on est censé collaborer si on ne l'a jamais appris? Ils souhaitent avoir des journées d'orientation et aux urgences et au GMF, donc un échange de stagiaires pour que tout le monde soit conscient de la réalité de l'autre, mais aussi tout le monde soit conscient du mode de fonctionnement de l'autre. Dans le même ordre d'idée que la formation à la collaboration interprofessionnelle, ils proposaient une formation qui soit standardisée pour toutes les infirmières qui rentrent en fonction pour assurer un rôle de coordination. Parce que pour l'instant, la formation, elle est très, très différente entre dans quel service elle va travailler, et qui va l'encadrer, qui est son mentor, etc. Et cette formation devrait porter sur quelles sont les ressources externes qui sont à ma disposition, auxquelles je peux faire appel, et qui fait quoi dans le réseau de la santé principalement. Et dans le même ordre d'idées, quand je comprends quelles sont les ressources externes qui sont à ma disposition, je comprendrai mieux le rôle des urgences et le fait que ce n'est pas toujours la solution à tout. Et enfin, une dernière famille de pistes d'amélioration souhaitées, c'est plus en lien avec le renforcement des ressources humaines et matérielles, principalement en première ligne des soins. Les participants de la première ligne des soins proposaient de mettre en place des corridors de service. Actuellement, le suivi des patients se refait aux urgences simplement parce qu'ils ont l'avantage d'avoir un plateau technique à leur disposition. Ce qu'ils souhaiteraient, c'est avoir quand même le suivi qui se fait en première ligne, mais avec un accès facilité à un plateau technique, donc mise en place de corridors de service qui facilitent ce suivi avec un accès aux examens diagnostiques si nécessaire. Les infirmières de soutien à domicile souhaiteraient avoir accès à un médecin de garde. Elles sont tout à fait conscientes que ce n'est pas ça ce qui va améliorer la transition des patients, mais d'après elles, ça éviterait le recours évitable aux urgences. Et enfin, la rétention du personnel sortait quand même comme étant prioritaire parce qu'ils décrivaient comme un roulement très, très élevé du personnel soignant. Qui est en principe dû à un manque de moyens et des conditions de travail qui sont un peu difficiles. Mais un personnel qui est dans la fonction depuis quelque temps connaît bien les partenaires externes, connaît bien le processus, comment ça marche, qui fait quoi, et il va collaborer plus efficacement et il va assurer des transitions quand même qui seraient plus efficaces. On
On arrive à la fin, la discussion, à la conclusion. Donc, plusieurs des pistes d'amélioration qui ont été proposées par les participants sont quand même assez réalistes, ne nécessitent pas des moyens et des efforts extraordinaires, mais faciliteraient le travail collaboratif grandement. Il faut reconnaître qu'il existe plusieurs leviers pour soutenir les pistes d'amélioration émises. La priorité pour les participants était la communication, souvenez-vous. Je ne sais pas si on peut compter sur le dossier santé numérique sur le court terme, mais en attendant, il existe des leviers. Il existe par exemple ce système d'alerte informatisé, de repérage de clientèle qui fonctionne très très bien pour les infirmières. Est-ce qu'il ne pourrait pas être étendre pour fonctionner pour les médecins aussi, pour les informer à chaque fois que leurs patients se présentent aux urgences? Est-ce que notre sommaire qui est destiné aux médecins de famille, qui est généré automatiquement à partir du dossier médical des urgences, serait quelque chose de très coûteux, de très compliqué? Les formations qui ont été demandées peuvent aussi très bien être incluses dans le système de formation existant, le développement professionnel continu qui est existant dans le SIS. Évidemment, il y a d'autres pistes proposées qui représentent des plus gros défis pour être mises en place. Je pense notamment à la mise en place des corridors de services. Ça nécessite une réorganisation, etc. Le meilleur accès aux soins, les meilleures conditions de travail, ce n'est pas quelque chose qui va se faire sur le court terme en tout cas. Ça nécessiterait une révision, des efforts plus énormes, on va dire ça comme ça. Je voudrais simplement aussi clôturer en disant que les expériences que je viens de vous décrire ne sont pas généralisables. Nous avons fait une étude exploratoire dans un contexte bien spécifique et elles sont propres aux personnes qui travaillent là. Par contre, les variables macro, elles sont communes à l'ensemble de la province. Par exemple, l'organisation du système de santé, la pénurie, le roulement du personnel, les délais d'attente pour accéder au soutien à domicile, ce sont quand même des variables qui sont assez communes sur une échelle de la province et qui risquent de générer des expériences similaires un peu partout. Un élément important que cette étude n'a pas couvert, mais qui serait certainement à explorer dans le futur dans le cadre d'autres perspectives de recherche future, serait la perspective des personnes qui transitent entre ces deux lignes de soins. Est-ce que cette personne se sent en sécurité lors de leur transition? Est-ce qu'elles ont l'impression que les professionnels qui pivotent autour d'elles se parlent? Qu'est-ce qu'ils pensent en général ou elles pensent en général de leur transition? Et donc, comme je disais, notre étude était exploratoire. C'est l'une des perspectives de recherche qui pourrait faire suite à cette première étude, mais je suis sûre qu'il y aura plein d'autres choses qui vont suivre après cette première exploration des phénomènes d'arrimage actuels. Je vous remercie pour votre attention. Je ne pense pas